Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, hein, c'est la REP PMCB, donc qui est dire la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. On appelle ça aussi la REP bâtiment, tout simplement. Euh, donc, on va essayer de décortiquer ça d'un point de vue sur le marché, mais aussi d'un point de vue artisan, voire de la double casquette que vous pourriez avoir effectivement dans vos entreprises. Alors, je vais bien sûr expliquer qu'est-ce que c'est des metteurs sur le marché, des entreprises que vous êtes. Voilà. Mais pourquoi, en fait, il y a une REP bâtiment? Alors, déjà, juste un petit constat, c'est qu'il y a 46 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année et il y a à peu près 42 millions de tonnes qui sont majoritairement et qui concernent majoritairement des opérations de démolition et de réhabilitation. Et sur ces 42 millions de tonnes, il y a 11 millions de tonnes qui concernent des déchets de seconde œuvre. Donc, il y a une étude, c'est issu d'une étude de l'ADEME donc, qui date de 2020. Bien évidemment, c'est sûrement avec des données encore auparavant, donc pas de 2020, mais ça donne grossièrement une idée des volumes de déchets qui gravitent dans le domaine du bâtiment et l'importance de devoir arriver à les gérer. Alors, vous allez me dire, il y a bien sûr des déchets comme les déchets inertes qui sont, et d'après cette étude, qui sont majoritairement bien valorisés. Voilà, donc ça correspond à ces 31 millions de tonnes qui sont bien valorisées. Par contre, c'est la branche des matériaux de seconde œuvre, dangereux ou pas dangereux, hein, voilà, qui sont a priori peu, voire très mal valorisés. Donc, ça peut induire un mauvais tri, mais il peut aussi y avoir des déchets triés qui ne trouvent pas, on va dire, de filière de valorisation. Donc, il y a un enjeu là-dessus. Donc, c'est le pourquoi de l'application d'une REP issue de la loi AGEC. Donc, on va voir, je vous expliquerai sur la slide d'après, quelques slides après, qu'est-ce que c'est la loi AGEC. Et c'est elle qui est à l'origine de l'application de cette REP qui nous impacte, nous, en tant qu'entreprise du bâtiment. Alors, l'ordre du jour et les questions qu'on va tenter de traiter dans cette matinée, en fait, qu'est-ce que c'est une REP? Et puis, en fait, qu'est-ce que la REP PMCB, REP bâtiment? Voilà. Quels sont les déchets qui sont dans le prisme de cette REP bâtiment? Est-ce que mon entreprise est une entreprise, on va dire, lambda, qui achète des produits, qui les installe, voire qui les adapte pour mon client? Ou est-ce que je suis un metteur sur le marché, voire est-ce que je suis un peu des deux? Voilà, donc c'est ça l'objectif de cette journée. Parce que si vous êtes considéré comme metteur sur le marché, il y a une action absolument à faire, c'est de vous affilier auprès d'un éco-organisme et on verra quels sont les éco-organismes qui existent et quelles sont les thématiques sur lesquelles en fait, ils interviennent spécifiquement. Voilà, donc ça, est-ce que je dois adhérer à un éco-organisme et puis quel impact finalement ça a pour mon entreprise, quels que soient les statuts, donc metteur sur le marché ou artisan, et en fait, les incidences que ça a, in fine, sur la facture de vie, conditions générales par rapport à votre client. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Alors, en France, il y a plein de REP, et c'est pas nouveau. Donc là, il y a a priori la première REP emballage, elle date de 1993, du moins sur ce graphe-là. Et puis là, on arrive sur des périodes beaucoup plus récentes, 2022, 2023. Et puis, on a un petit peu aussi des perspectives sur la suite. Voilà. Et les dernières rêves sont issues notamment de la loi AGEC. Donc, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et en fait, elle vise à développer des points de collecte et de valorisation des déchets générés lors des travaux. Donc, il y a différents types de travaux, mais là, on va parler de travaux de bâtiments, construction, rénovation et déconstruction. Et le principe d'une REP, voilà, il y a définition au-dessus, c'est tout à l'heure, c'est responsabilité élargie du producteur. Voilà, mais en fait, ça veut dire il y a un principe de pollueur-payeur. C'est un peu comme pour ceux d'entre vous qui utilisaient des C2E, les obligés sont des pollueurs-payeurs, et donc c'est pour ça qu'ils doivent mettre en place des certificats d'éco-énergie pour que vos clients, on va dire, fassent des actes de travaux. Donc là, c'est pareil, vous avez des acteurs qui produisent des éléments qu'ils vendent sur le marché, voilà, auprès de vous, entreprises RGE comme non RGE. Donc ces acteurs-là, comme ils mettent sur le marché des produits, ils doivent s'assurer que le produit, à terme, il rentre de nouveau dans une filière de réemploi, et donc, en fait, ils payent un droit à polluer et demanderont à un éco-organisme de s'occuper de la gestion de la fin de vie de leurs produits et également de la reprise auprès de vous en tant que client. Voilà. Donc, c'est ça le principe d'une REP, et l'origine de la REP bâtiment, c'est issu de la loi AGEC. Alors, quels sont les déchets qui rentrent dans le prisme de la REP PMCB? Alors, il y a une petite définition, c'est
sont concernés tous les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage, situé sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules. Point. Le bâtiment est défini comme un ensemble immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain. Bon, bref, ça c'est une définition législative, on va dire ça me fait une belle jambe. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple? Voilà, ce qui est plus simple, c'est qu'il y a deux catégories. On a la catégorie 1, ça correspond aux matériaux inertes, voilà, donc béton, pierre, granulat, on va avoir le détail sur la slide d'après, voilà. Et après, on a la catégorie 2, c'est les matériaux non inertes, donc le bois, le plâtre, le plastique, le verre, voilà, donc un certain nombre de choses, voilà. Donc on a le détail dans la slide qui suit, voilà. Voilà, ça marche. Donc on a ce détail-là, voilà, donc béton, chaux, pierre, terre cuite, etc. Vous savez aussi bien dire que moi. Et puis on nous explique aussi dans la partie importante, c'est qu'il y a des exceptions. Donc si vous intervenez chez des clients dont les chantiers, c'est pour intervenir sur des travaux publics, il n'y a pas de REP. Donc il faudra bien évidemment dire, vous, en tant qu'entreprise, on va dire, qui achète un produit auprès d'un négoce ou auprès d'une enseigne, que votre client est un acteur, c'est pour faire des travaux publics, voilà, le chantier, c'est des travaux publics, donc vous n'avez pas à payer d'éco-contribution. Voilà, c'est une petite somme supplémentaire qui va venir en plus du prix d'acquisition des matériaux de catégorie 1 ou de catégorie 2. Si votre chantier, c'est des travaux publics, vous êtes exempté, donc il faudra l'informer à votre vendeur, voilà, de votre négoce, pour qu'il vous fasse remplir un formulaire pour être non assujetti à l'éco-contribution sur les produits par rapport à ce type de chantier. Si vous n'avez pas de chantier de cette nature-là et que si vous intervenez principalement chez des clients, on va dire, particuliers, et que depuis le 1er mai, vous achetez des produits, vous êtes tenu normalement d'acquérir des produits ou de vendre des produits si vous êtes metteur sur le marché, avec une éco-contribution sur les produits de catégorie 1 qui sont listés là, et également sur les produits de catégorie 2 qui sont listés maintenant sur la slide. Voilà, donc on a dans cette catégorie 2, on a des produits avec des métaux, du bois, des isolants, des enduits, des peintures, du plâtre. Voilà, on a ce sont les matériaux dits non minéraux, non inertes. Voilà, avec les mêmes exceptions. L'objectif de la REP, c'est pas forcément de se concentrer uniquement sur les entreprises ou se concentrer uniquement sur les metteurs sur le marché, les deux notions qu'on va encore travailler dessus, hein. C'est bien les deux. Donc, la REP vise à renforcer le maillage des points de collecte accessibles sur tout le territoire à tout détenteur de déchets du bâtiment. Donc, et bien évidemment, vous, en tant qu'artisan, vous achetez des produits et vous mettez en place ces produits chez vos clients et vous enlevez d'autres produits, des fois, donc, qui deviennent des déchets. Donc, vous êtes collecteur, on va dire, de déchets, entre guillemets. Mais il y a aussi des clients particuliers qui font eux-mêmes des travaux, donc qui achètent des produits, donc eux aussi, ils produisent des déchets de bâtiment. Donc, la REP, c'est accompagner ces deux types d'acteurs, premièrement, en tant que détenteur de déchets, mais aussi la REP vise à soutenir les collectivités locales qui ont eux-mêmes des déchetteries publiques, voilà, et faire en sorte que aussi bien des particuliers, mais des professionnels, dans le cas de ces REP, puissent y accéder ou continuer à y accéder et y déposer des déchets triés qui pourront, à terme, être repris gratuitement. Voilà. Développer les points de réemploi, c'est une thématique d'actualité, hein, tout en précisant, réemploi, c'est bien, mais il y a toute la question d'assurabilité du produit, et ça, généralement, les acteurs de réemploi vous renvoient la balle, c'est à vous de voir avec votre assurance si le produit, on va dire, il est assuré. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil. Si vous faites du réemploi ou utilisez des produits de réemploi sur vos chantiers, vérifiez toujours ça avec votre assurance pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à terme. Je ferme la parenthèse. Donc, recyclage des déchets, et puis aussi des solutions concrètes pour les problématiques de dépôt sauvage qui existent malheureusement, mais voilà, l'idée, c'est de lutter par rapport à ça. Et puis, bien évidemment, ce qui peut vous intéresser, c'est la reprise gratuite des déchets triés, voilà, auprès des points de collecte. C'est bien les déchets triés qui rentreront dans la REP, les déchets, on va dire, tout mélangés, les DIB, dans tous les cas, points de collecte
REP ou pas REP, ça restera toujours payant et ça ne cessera d'augmenter le coût. Alors, quels sont les éco-organismes et le lien, on va dire, avec les émetteurs sur marché? On va le voir un petit peu après, mais c'est important de comprendre qu'il y a 4 éco-organismes et chacun intervient sur des catégories de travaux différents, voire similaires. Donc, il y a une petite concurrence entre certains. Donc, on a un premier éco-organisme qui intervient sur la catégorie 2, donc qui s'appelle Éco-Maison. On en a un deuxième qui s'appelle Éco-Minéraux, qui intervient spécifiquement sur la catégorie 1, donc les matériaux de type gravat. Voilà. On a Valdega qui intervient également seulement sur la catégorie 2. Donc, pour savoir et pour comprendre, Éco-Maison et Valdega sont également des éco-organismes sur la REP, on va dire, mobilier. Donc, pour ceux d'entre vous qui fabriquaient des meubles, voilà, quelle que soit la quantité de produits, vous êtes tenu de vous rapprocher de ces 2 organismes et de choisir un des 2 sur la partie REP mobilier. Donc, je reviens sur la REP bâtiment. Donc, on en a déjà 3. Et puis, on en a un 4e qui s'appelle Valobat, qui intervient également sur les 2 catégories, la catégorie 1 et 2. D'où un petit peu le sondage que je vous ai fait juste avant pour savoir un petit peu quelle était la catégorie de matériaux. Et ça ne vous servira que si vous êtes metteur sur le marché, je précise bien. Parce que si vous êtes juste une entreprise, c'est déjà pas mal, vous êtes une entreprise qui a acheté des produits de 1, voire de 2, vous allez, sachez juste le résumé, c'est que vous allez payer un petit peu plus cher vos produits et donc vous allez répercuter ce coût un peu plus cher à vos clients pour que ça rentre dans le mécanisme de l'arrêt. Voilà. Donc au moins, vous savez qu'il y a 4 éco-organismes. Donc maintenant, pour les metteurs sur le marché, l'éco-organisme c'est de collecter le fait de la REP, voilà, la REP a induit la mise en place d'éco-organismes. Ces éco-organismes vont collecter auprès des metteurs sur le marché une éco-contribution ou éco-participation qu'ils vont rajouter sur le prix du produit qu'ils vendent. Voilà. Et à ce moment-là, ça désengage, parce qu'on a vu qu'il y avait le principe pollueur-payeur. À ce moment-là, le metteur sur le marché désengage, on va dire, une partie de ses responsabilités ou de ses missions vis-à-vis de la gestion de ses déchets à l'éco-organisme tout au long de la vie du produit. Parce que de toute façon, une entreprise, elle peut vivre, on va dire éternellement, ce que je le souhaite, voilà, mais elle peut aussi péricliter. Et finalement, elle aura mis des éléments sur le marché. Il faut bien qu'il y ait un acteur qui s'en occupe. C'est le rôle de l'éco-organisme de gérer la fin de vie des produits et également de mettre à disposition des points de collecte, parce que des fois, il y a des distributeurs de produits qui ne mettent pas en place des points de collecte. Et donc, c'est aussi une solution pour leur permettre de répondre à certaines obligations. Donc ça, on est bien d'un point de vue metteur sur le marché. Le metteur sur le marché va vendre un produit un petit peu plus cher avec une éco-contribution, une éco-participation. Et vous, en tant qu'entreprise, vous allez payer cette éco-contribution et la répercuter à votre client. Donc, c'est le principe d'éco-contribution. Et s'il y a des metteurs sur le marché, là, dans cette visio, sachez que si vous arrivez à retravailler votre produit et à le rendre, entre guillemets, je veux dire, plus facile à traiter, à recycler, à ce moment-là, le coût actuel de l'éco-contribution sur le produit que vous vendez, très certainement, sera amené à être revu à la baisse parce que votre produit sera plus facilement recyclable, réemployable, voilà, réparable. C'est le principe de l'art. Alors, l'éco-contribution, elle finance les actions que j'ai citées juste avant, le ramassage des déchets, bien sûr des actions de recherche et développement pour optimiser et faciliter le réemploi des matériaux mis sur le marché par ses fournisseurs, distributeurs ou négoces, voire des fabricants. Voilà. Et également toute la logistique interne par rapport aux salariés qui disposent dans leur entreprise. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que vous êtes un metteur sur le marché? Voilà, c'est un petit peu la question qu'on va se poser. Donc, si aujourd'hui, en tant qu'artisan, je précise bien, en tant qu'artisan et entreprise de bâtiment, on peut avoir des doutes. Est-ce que je suis juste entreprise ou est-ce que je suis metteur sur le marché? On va essayer de voir à travers un petit jeu de questions. Donc, aujourd'hui, si j'achète un produit, un matériau à destination de bâtiment, on a bien vu qu'il y a des catégories 1 et 2. Si c'est le cas, normalement, on avance dans la REP. OK. Donc, potentiellement, voilà, je suis metteur ou pas. Donc là, on va dire oui, j'achète un produit du bâtiment. Ces matériaux, alors ces matériaux ont été achetés sans éco-contribution, éco-participation, car je vais les transformer ou les assembler. Alors, s'il n'y a pas d'éco-contribution, on va très certainement continuer à s'orienter vers le statut de metteur sur le marché. Donc, il n'y a pas d'éco-contribution, oui, d'accord.
Je transforme, je pose ou je vends moi-même le produit, voilà, oui, voilà. Toutes ces conditions, voilà, font que sur les produits en question que vous mettez sur le marché, je suis metteur sur le marché. Je vous ai mis par exemple un exemple, le charpentier. Aujourd'hui, si le charpentier achète du bois, si j'illustre mon propos avec un exemple concret, le charpentier achète du bois, le bois rentre dans la filière REP bâtiment, la catégorie 2. Très bien. Imagine que la scierie auprès de qui j'achète le bois n'a pas d'obligation, je précise, n'a pas d'obligation à être affilié à un éco-organisme, alors donc il n'a pas induit une éco-participation sur le bois qui est mis sur le marché. À ce moment-là, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer une éco-contribution. Ben, finalement, c'est le charpentier qui va devoir, dans ce cas-là, payer, voilà, devoir adhérer à un éco-organisme et qui va devoir, sur le bois qu'il a acheté auprès de la scierie, rajouter une éco-contribution et répercuter donc, le package, le coût du produit, coût de l'éco-contribution, plus son temps, bien sûr, pour appliquer tous ces produits-là auprès du client. Voilà. Mais si vous avez vu, j'ai souligné donc charpentier, mais j'ai aussi mis le mot charpentier ici, parce que si effectivement j'achète un produit du bâtiment, oui, mais qu'en fait j'achète auprès d'une scierie qui a intégré une éco-contribution, voilà, à ce moment-là, moi en tant que charpentier, je n'aurai pas besoin de faire le travail de m'affilier à un éco-organisme, c'est bien la scierie qui l'aura fait. À ce moment-là, je ne suis pas metteur sur le marché, je suis qu'applicateur du bois avec une éco-contribution. Donc en fait, c'est ça, c'est le raisonnement que vous devez avoir. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les charpentiers, s'il y en a autour de la salle, voire des menuisiers, on va faire comme ça, le bois que vous achetez, est-ce qu'il y a une éco-contribution ou pas d'éco-contribution dessus? Ça, c'est une question que vous devez voir avec vos négoces, avec votre scierie partenaire ou vos scieries partenaires, savoir qu'est-ce qu'il en est. Eux, les scieries n'ont pas d'obligation à s'affilier à ce jour. Donc, s'ils ne veulent pas s'affilier et ne le feront pas, c'est forcément l'acteur qui achète le bois à s'affilier, même si ça ne comprend qu'une partie du produit, on va dire, final que vous allez appliquer chez votre client. Donc ça, c'est l'exemple du charpentier. Aujourd'hui, un plombier, il achète des matériaux de la quincaillerie, des tubes. Bien sûr, il va on va dire, les tordre, les courber, les retravailler pour que ça colle bien à la demande du client. Vous n'êtes pas metteur sur le marché. Vous achetez un produit fini, vous le retransformez légèrement pour l'appliquer chez votre client. Vous n'êtes pas metteur sur le marché. Vous n'êtes qu'une entreprise qui allait acheter un produit et aller l'appliquer. Pareil, un maçon, ceux qui achètent du béton ou des sacs de chaux ou autres, vous achetez des éléments finis, vous allez rajouter de l'eau pour les appliquer sur le chantier, vous n'êtes pas metteur sur le marché. Vous êtes un applicateur d'un produit. Voilà. Donc, des fois, il y avait la notion de transforme. Je vois la réaction de Jérôme Roche qui dit si on transforme égale éco-contribution. Alors, voilà, je m'excuse, j'ai peut-être fait une petite erreur sur la slide, c'est pour ça que je le précise bien à l'oral. Aujourd'hui, la notion si vous êtes un applicateur d'un produit fini, vous n'êtes pas metteur sur le marché. Voilà. Par contre, si votre fournisseur, par exemple la scierie, j'insiste sur cet exemple-là, hein, n'applique pas l'éco-contribution, voilà, c'est bien lui qui met sur le marché du bois, mais si lui ne l'applique pas, il ne rajoute pas d'éco-contribution sur le bois qu'il vous vend, à ce moment-là, c'est bien au charpentier, voire au menuisier, d'appliquer et de s'affilier à un éco-organisme et d'appliquer sur le produit qui va être mis sur le marché, donc vendu à votre client, l'éco-contribution. Et je rajouterai juste quelque chose, 2 exemples sur le menuisier, parce que je pense qu'il y a des gens autour de la salle qui sont menuisiers. Le menuisier, soit vous achetez des fenêtres, on va dire, chez des entreprises du secteur pour les poser. Imaginons, c'est une première stratégie. C'est bien le menuisier qui vous achetez qui est metteur sur le marché, donc c'est lui qui paye une éco-contribution, qui s'affilie à un éco-organisme. Si vous fabriquez vos fenêtres, donc vous allez par exemple, vous achetez du bois, bah, soit le bois, même si le bois vient d'une scierie avec une éco-contribution, c'est vous qui allez transformer le bois, rajouter du fer et on va dire des poignées pour en faire un autre produit. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu comme j'expliquais au début, il va falloir dire à votre vendeur de bois ou de votre négoce, je suis exempté de payer l'éco-contribution sur le bois seul, parce que moi, je vais transformer ce bois, donc la notion de transformer,
là, on la comprend comme ça. Je transforme le bois, je rajoute du verre, je rajoute des éléments, on va dire, de quincaillerie, de poignées pour faire une fenêtre. J'ai transformé ces éléments, donc c'est moi qui vais payer une éco-contribution spécifique par rapport à ce produit-là, qui n'est pas l'éco-contribution, disons, c'est 1 centime, j'exagère, 1 centime sur du bois, et là, c'est peut-être 1 € sur une fenêtre. Parce que il va falloir déconstruire la fenêtre, enlever le verre, le bois, la quincaillerie. Voilà. Donc, c'est vraiment, il faut le comprendre comme ça. Alors, maintenant, juste un petit zoom sur les metteurs sur le marché. Parce que, bon, a priori, ça correspond à 4% spécifiques metteurs sur le marché, mais aussi 29% qui sont metteurs et artisans. Bon, sachez qu'au cas où, alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait répondu qu'il s'était affilié avec Ecomaison, si j'ai bien compris. Donc, par exemple, en fait, la REP bâtiment, elle est appliquée depuis le 1er juin. On va dire, il y a une obligation pour les metteurs sur le marché de s'affilier à un éco-organisme depuis cette date. Donc, certains l'ont fait, certains n'ont pas fait. Contact, voilà. On ne va pas vous taper sur les doigts, hein. Mais il faut le faire parce que depuis le 1er mai, en fait, sur les produits qui sont mis sur le marché, vous devez appliquer une éco-contribution sur les produits que vous mettez sur le marché. Voilà. Donc, que produits que vous produisez vous-même ou que vous importez de l'étranger, vous êtes metteur sur le marché. Donc, il faut appliquer cette éco-contribution. Parce que, en fait, les metteurs sur le marché, vous allez devoir déclarer selon votre chiffre d'affaires, selon les volumes que vous mettez sur le marché, vous allez déclarer des volumes. Donc, c'est la dernière étape, la 1er juillet au 31 juillet. Ça, c'est marqué déclaration. Vous allez déclarer tout ce que vous avez fait depuis le 1er mai. Voilà. Donc, si vous n'appliquez pas l'éco-contribution, peut-être que vous allez payer quelque chose sans pouvoir le récupérer ni à l'entreprise qui a acheté votre produit, ni auprès de votre client final. Voilà. Donc, ça, c'est le propos en tant que metteur sur le marché. Donc, moi, je vous invite absolument, si vous rentrez dans le moule de la REP avec des produits de catégorie 1, voire de catégorie 2, voire les deux, vous devez vous affilier à un éco-organisme. Donc, on a vu qu'il y avait des 4, avec les 1, 2, voire 1 et 2 pour le Valobat. Ces acteurs-là vont prendre le temps d'étudier les produits que vous mettez sur le marché, de vous donner donc une identification produit, un code spécifique ADEME pour acter que vous êtes bien un metteur sur le marché dans le cadre de cette REP, et vous donner aussi une codification, une tarification spécifique à l'éco-organisme avec lequel vous allez être affilié. Parce que en fait, c'est un petit peu comme les C2E, voilà, ou un peu comme n'importe quel distributeur. En fonction de l'enseigne avec qui vous travaillez, vous n'avez pas forcément les mêmes prix. Donc là, Ecomaison n'a pas les mêmes prix que Valobat pour les mêmes produits. Voilà. Il y a une compétition, bien évidemment, entre les 4 acteurs, ou les acteurs de même catégorie, donc ils vont essayer de tirer les mêmes prix. Voilà. Dans tous les cas, il faut toujours comparer. Donc, je vous invite bien à comparer. Et si vous avez un prix, on va dire bas, mais qui correspond à un service de qualité, je vais le mettre en lien avec ça, à ce moment-là, vos clients finaux qui vont acheter vos produits vont s'y retrouver. Et vous-même, en termes administratifs, vous allez vous y retrouver. Donc ça, c'était la partie sur les metteurs sur les marchés. Et l'obligation pour ces derniers, bien évidemment, vis-à-vis de leurs clients, c'est d'afficher dans les conditions générales de vente, mais également dans le devis, la facture qui va être faite à vous en tant qu'acheteur de produits, spécifier qu'il y a une éco-contribution. Voilà. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait le calcul précis avec l'éco-organisme, je vous invite à rajouter cette mention, voilà, et même préciser que vous pourrez rétroactivement solliciter la somme auprès de vos clients, parce que sinon, quand vous allez déclarer vos volumes, ça sera uniquement avec vos fonds propres. Voilà. Donc ça, c'était la partie metteurs sur le marché. Voilà. Alors, on a vu un peu les metteurs sur le marché, on va voir un petit peu ceux qui ne sont pas metteurs sur le marché, donc la majorité d'entre vous, les 65% a priori présents aujourd'hui, voire 65 plus les 29, parce que il y avait la double casquette pour certains. Donc, en gros, comment ça se passe? On a vu qu'il y avait des éco-organismes. Les éco-organismes, ils informent le metteur sur le marché qu'il y a une éco-contribution à rajouter sur le produit qu'ils mettent sur le marché. Voilà. Donc, ils vous vendent un produit en tant que consommateur, voilà, particulier, professionnel, vous êtes des consommateurs des produits des metteurs sur le marché. Donc, vous payez un truc en plus, et ce fameux truc en plus, l'éco-participation, le metteur sur le marché la reverse à l'éco-organisme suite à sa déclaration, ce qu'on a vu juste avant. Donc, vous, maintenant, en tant que consommateur, voilà, j'ai acheté mon produit, mais il y a aussi on a parlé de reprise
voilà, de réemploi, de recyclage, de recherche. C'est tout ce que doit proposer la REP au travers des éco-organismes. Et concrètement, moi, mon entreprise, si on fait simple, à mon sens, j'ai besoin de savoir quelles sont les solutions pour les produits que j'enlève de mon client, voilà, aujourd'hui, et surtout quelles sont les solutions de reprise. À mon sens, c'est des questions qui majoritairement vous intéressent, donc c'est ce que j'essaie de travailler. Donc ça, c'est une petite cartographie de données de 2022 qui montre sur les déchets inertes, voilà, qu'il y a des zones qui sont bien couvertes. Voilà, donc on voit bien toute la partie en bleu et la partie il y a des petits points, des machins. C'est pas, vous faites pas mal aux yeux, hein, mais il y a des zones qui sont bleues, elles sont couvertes et il y a des périmètres à peu près 15 minutes autour où les entreprises peuvent, on va dire, c'est une zone de chalandise de ces points de collecte. Voilà, c'est à proximité. Par contre, on voit qu'il y a plein d'autres zones de notre région qui ne sont pas couvertes ou qui, dans le périmètre de 15 minutes autour de ces zones-là, ne sont pas desservies. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque. Il y a un manque de points de collecte, voilà, de reprise des déchets sur des catégories inertes, hein, sur notre région. Et c'est le constat qu'a fait la REP, et l'obligation qu'a induit la REP avec la loi GEC, c'est qu'il devrait y avoir des points de collecte à terme, tous les 10, voire tous les 20 km, une fois la REP opérationnelle. Voilà. Donc, on voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas avant REP. Voilà. Donc, la REP va s'adosser à ces points de collecte pour développer son maillage, mais il y a aussi plein d'autres endroits, il n'y a rien, il n'existe rien a priori. Il va falloir développer des solutions, soit physiques, soit de collecte. Voilà. C'est au moins ça qu'il faut retenir. Donc, aujourd'hui, les éco-organismes, d'après les informations qu'on avait, c'était fin mois de mars, il y avait à peu près 515 points de collecte, et c'est une obligation réglementaire. Voilà, il devait y avoir 515 points de collecte. À fin juin, il doit y avoir 1096 points de collecte, et je précise, c'est à l'échelle nationale, hein. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année, il devrait y avoir à minima, voire plus, 2419 points de collecte. Donc, disons tout de suite que, en l'état actuel, même à la fin de l'année, ça ne couvrira pas l'ensemble de notre territoire. On n'aura pas les 10 et les 20 km respectés sur les points de collecte dans notre région. Voilà. Mais pour pouvoir déterminer par rapport à votre entreprise spécifique, s'il y a effectivement un point de collecte qui existe et qui est en lien avec un des 4 éco-organismes, vous pouvez aller sur le site de l'OCAB, OCAB, voilà, qui est l'organisme coordinateur de ces 4 éco-organismes, et sur lequel en fait figurent les points de collecte existants, on va dire en lien avec les éco-organismes, ceux qui vont prochainement arriver et ceux qui arriveront mais bien plus tard. Si votre partenaire, si le point de collecte que vous utilisez aujourd'hui n'apparaît pas, c'est pas, on va dire, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez décider pour des questions de logistique, de coûts, etc., continuer à travailler avec cet acteur. Vous êtes tout à fait en droit de continuer. Par contre, ayez juste conscience que il faut continuer à trier, voilà, vos déchets, parce que la reprise des déchets triés, ça coûte moins cher. Et dans tous les cas, point de collecte identifié dans le site de l'OCAB ou pas identifié, les déchets non triés, donc les DIB, dans tous les cas, coûteront de plus en plus cher, puisque il y a des problèmes de stockage de ces derniers. Alors, donc, utilisez le site de l'OCAB. J'ai vu qu'il y avait encore plein de questions, donc je vais avoir de quoi vous répondre après. Voilà, donc, n'hésitez pas à réagir sur slide d'après slide. Voilà. Donc, l'OCAB a les mêmes missions, puisqu'il représente les 4 éco-organismes. Voilà. Assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes, très bien. Assurer un service de guichet unique sur le sujet de la REP, très bien, avec les différents acteurs. Répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte de déchets. Voilà, parce que si aujourd'hui, la majorité d'entre vous, disons, aurait retenu, voilà, on a Val-d'Ega, retenez Val-d'Ega, à ce moment-là, Val-d'Ega aurait l'obligation d'avoir un certain nombre de points de collecte pour gérer les déchets. S'il ne capte pas beaucoup de déchets, finalement, l'année suivante, il y aurait une autre répartition. C'est un peu le geste musical entre les 4 éco-organismes pour être cohérent. Il faut qu'ils arrivent à gérer les déchets qu'ils captent, donc ils doivent avoir des points de collecte en conséquence. Mais nous, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue adhérent CAPEB, ce qui nous intéresse également, c'est que quels que soient les points de collecte identifiés sur le site, quels que soient les éco-organismes qui sont derrière, on s'en fiche. Nous, ces points de collecte sont accessibles à tous. Et si on trie
Et c'est là où on insiste, c'est qu'il faut que la consigne de tri soit les mêmes, quels que soient les points de collecte. On pourra déposer nos déchets triés. Et à terme, ils devront être pris gratuitement. Et il y aura même des solutions au niveau de la reprise de déchets sur site, sur les sites de vos chantiers, sous réserve d'avoir des chantiers, on va dire, d'une certaine taille ou d'avoir des certains volumes de déchets. C'est ce que nous explique ce petit graphe. C'est qu'aujourd'hui, il y a une stratégie, c'est la collecte des déchetteries professionnelles, en collecte sur dépôt des entreprises, collecte en déchetterie publique. Voilà, il y a à peu près 2000 à 3000 collectes de déchetterie publique qui vont se rajouter au volume que j'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Mais la REP, c'est que le lancement, le balbutiement. Donc, à partir de janvier 2024, apparemment, il y aurait des reprises sur chantier si vous avez des volumes de déchets supérieurs à 50 mètres cubes. Et il y aura aussi des reprises en point de vente, distribution, négoce. Voilà. Et eux-mêmes, sachez-le, seront payés pour mettre à disposition ces points de collecte dans leur emplacement. Voilà. Et puis, c'est un atout commercial pour vous attirer en tant qu'entreprise. Puis après, il y aura bien sûr création d'autres points de collecte pour que le maillage passe de 50 à 100%. Voilà, c'est ça l'objectif in fine de la REP, c'est que vos territoires soient, l'ensemble du territoire soit traité. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne soirée, à très bientôt, au revoir.